Chères auditrices, chers auditeurs, nous sommes aujourd'hui réunis pour un débat. Certes, un débat interposé, mais tout de même un débat. Pour les maîtres de la rhétorique, il est aisé de retourner ce genre de situation à leur avantage, et même d'achever l'histoire de leur partenaire. Ici, point d'acrobatie possible. En effet, mon partenaire ayant achevé son allocution, et la mienne ayant encore débuté, il est très peu probable que nous tombions tous deux d'accord ou en désaccord. Cela est dommage. Dommage, car nous sommes dans un débat où le but premier est d'échanger. Je dirais même plus. Je dirais que c'est le comble pour un débat portant sur les relations humaines. Car rappelons-le, cet échange a pour terme l'amitié. Dommage, oui. Car lorsqu'on pense amis, pour la plupart nous pensons joie, bonheur, amour. Mais, à l'instar de mon partenaire et moi-même, l'amitié, elle aussi, possède ses failles. Si je vous demandais aujourd'hui, combien pensez-vous avoir d'amis? Pour les étudiants, les plus jeunes, ce chiffre avoisinerait les 9, 10, selon les sondages. Quant aux plus vieux, nos aînés, les retraités, je parle, ce sera autour de 4. Si maintenant, à tous les étudiants, je vous posais une série de questions et vous demandez de visualiser vos amis devant vous, combien en restera-t-il? Auquel pouvez-vous demander de garder votre petit frère, votre petite sœur? Auquel pouvez-vous demander de garder votre animal de compagnie? Auquel pouvez-vous demander de veiller sur votre argent? Auquel pouvez-vous demander de sécher les cours pour quelque chose de plus important? Petit à petit, ce cercle se rétrécit et se rapproche très fortement de celui de nos aînés. Dès lors qu'on a compris ça, dire que l'amitié prend de la valeur avec le temps, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens car tout simplement, on ne peut quantitativement développer la valeur de nos amitiés car on en perd plus de la moitié. Effectivement, plus le temps avance, plus nous évoluons, plus nous nous recentrons. Nos expériences nous permettent de trouver ce qui est important à nos yeux. Je vais m'expliquer par un exemple. Un homme possédant un champ de 1000 roses ne va pas nécessairement faire attention à la rose du fond, la rose cachée derrière un arbre, la rose près du ruisseau. Mais si, admettons, nous mettons dans l'équation un mouton, et que ce mouton commence à dévorer une rose, puis 2 roses, 3 roses, 5 roses, 15 roses, 50 roses, 500 roses, à ce moment, l'homme comprendra la valeur. Le comble, c'est que l'homme aura déjà perdu la moitié de son champ avant de comprendre la valeur des roses. Cette perte va lui ouvrir les yeux. Comme certains le savent si bien, l'amour ne découvre ses profondeurs qu'à l'heure des adieux. De par ma formation, je suis plus habitué aux approches économiques. Je vais donc transposer mon exemple. Si un individu possède 100 €, puis en perd 50, effectivement, il va avoir l'impression que 1 euro parmi 50 va plus valoir que 1 euro parmi 100. Mais, si nous prenons une approche plus large, et que l'individu n'est pas seul, il est dans une société avec une économie développée, globalisée. La perte de 50 €, c'est la perte de 50 €. Ça n'a pas augmenté son pouvoir d'achat. Donc, il aura l'impression, oui, pour lui, que cette perte sera un défaut. Puis, il aura l'impression que cette perte augmentera son pouvoir d'achat, mais ça ne concernera que lui, pas l'ensemble des individus. Comment peut-on admettre l'idée que l'amitié se bonifie avec le temps si nous passons notre temps à perdre nos amis? Nous passons notre temps à perdre nos amis, nos connaissances, nos potes, nos copains. En effet, plus nous avançons, plus nous en perdons. Il faut voir pas seulement le bénéfice, mais toutes les amitiés que nous avons perdues, qui nous ont valu joie, peine, colère, tristesse. Si l'on prend l'ensemble des amitiés échues, comparé à celles qui subsistent, ce pourcentage devient ridicule. L'important à saisir dans mon discours est la façon dont les relations se lient et se délient. Il y a une explication très simple à cela. En effet, chacun va chercher à évoluer, va chercher à se dépasser et donc va agir différemment. Si je vous demandais aujourd'hui de me donner des nouvelles de plusieurs individus
de votre collège, de votre école, de votre maternelle. En auriez-vous? Probablement un petit peu, une, deux, mais pas plus. Alors qu'à l'époque, vous aviez en effet une belle ribambelle de copains. On dira alors que le temps a fait son effet. Le temps, une des clés des relations. Car en effet, en partant du postulat qu'on va chercher à donner la meilleure image de soi-même, nous avons au début un nombre impressionnant d'amis, de connaissances, ou au moins de relations cordiales. Mais plus nous avancerons, plus le temps jouera de son effet. Plus cela deviendra laid, deviendra insipide, deviendra même cruel ou dangereux. Pour vous expliquer cela, j'aimerais vous mettre en parallèle avec l'exemple d'un feu de bois. Un feu de bois, imaginons que nous sommes dans une forêt, nous voyons un feu de bois au loin. Ce feu de bois, lui, nous intrigue. Nous allons donc nous rapprocher de lui, voir ce qu'il est, comprendre. Petit à petit, nous nous rapprochons de plus en plus, et ce feu de bois va nous réchauffer, nous faire du bien, faire plaisir. À ce moment-là, tout est rose. Mais, arrive un moment, si l'on persiste, nous ne pourrons qu'avancer jusqu'au point de nos retours, et nous opérerons un demi-tour. Car nous nous brûlerons. Nous nous brûlerons dans le feu de l'amitié. Mais pour autant, cela signifie-t-il que le feu est mauvais avec nous? Cela signifie-t-il qu'il nous veut du mal? Cela signifie-t-il que les intentions ont changé? Non, le feu reste le feu et n'a rien fait d'autre que d'être et de développer son être. Qui est le coupable ici? Celui qui est ou celui qui agit en pensant connaître la façon de l'autre d'être? Qui n'a jamais rencontré quelqu'un pour la première fois, s'est dit prêt à construire une amitié, mais peu après, tout a changé. Tout a changé car on se rapproche de la nuée colorée propagée par ce brasier et on se rend compte que l'autre n'éclaire malheureusement pas les parties de notre conscience que l'on souhaiterait. Dès lors, il nous paraît différent, car l'image que l'on avait projetée sur lui n'y correspondait que très peu. C'est à ce moment que les problèmes apparaissent. L'amitié n'est pas un problème en soi, c'est ce que nous en faisons de l'amitié qui l'est. Ou plutôt, si nous voulons être exacts, il est nécessaire de dire que la perception que nous faisons de l'amitié, et plus généralement de l'amour, est intrinsèquement un problème. Il est possible de débattre sur l'origine de cette perception. On peut se demander si elle est biologique ou bien conditionnée culturellement. Mais ça ne changera pas grand-chose au problème de fond. Cela ne changera pas grand-chose car nous attendrons encore continuellement de notre entourage qu'il existe de la manière dont nous le souhaitons, cette manière qui nous semble être celle qui lui correspond. Alors on se questionnera. Comment? Pourquoi? Qu'ai-je fait? Qu'est-il devenu? Ces questions peuvent effectivement avoir un ensemble de réponses plus ou moins rationnelles, mais la dominante, celle qui lie le tout, est simplement notre vision de l'autre qui est déplacée. L'autre n'a rien à voir là-dedans, car si l'on avait envisagé et compris ce qu'il pouvait représenter hier, aujourd'hui, nous ne serions pas déçus. Chercher à restreindre les gens dans ce qu'on croit est négatif pour nous, car nous allons chercher à faire rentrer une case dans laquelle ils ne rentrent pas. Mais aussi négatif pour eux, car nous allons les oppresser et les opprimer. Devant ce souci, rappelons-nous, bien qu'on ne puisse pas changer les gens, nous pouvons changer notre façon de percevoir les gens. Je vous remercie.